Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal d'Henri Delesquin, assisté de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct lundi 5 octobre 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mardi 6 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr ou par Twitter à l'adresse @Henri Delesquin. Henri Delesquin, HENRYDELESQUEN. Merci Jacqueline, merci Franck. Nous continuons donc notre discussion sur la race et Nadine Morano et nous élargissons cette discussion à ce que j'appellerais le piège des mots ou la communication contre la démocratie après avoir lu le livre de Jean-Yves Le Gallou et de Michel Geoffroy avec Polémia qui est édité par Via Romana. J'ai capturé Jean-Bernard Cour d'Esprit, qui est donc resté avec nous, et qui interviendra peut-être aussi sur le sujet. Alors, Michel Geoffroy, vous êtes, je lis ce qui est écrit sur le livre, haut fonctionnaire. Bonjour, oui. Haut fonctionnaire. Nul n'est parfait. Jeune haut fonctionnaire, essayiste, politologue, on peut dire aussi. Et donc, vous avez écrit, vous avez fait un gros travail d'analyse de vocabulaire. Alors, on commencera peut-être par le mot race. Alors je vous lis Jean-Yves Le Gallou et Michel Geoffroy. Vous écrivez à la page 160 de votre livre, Dictionnaire de la novlangue, race, mot tabou, les races n'existent pas. Et prétendre le contraire expose à des poursuites judiciaires. On peut à la rigueur employer le mot ethnie ou communauté, mais avec prudence et si possible toujours au pluriel. Exemple, les violences interethniques. Nota bene, pour ne pas utiliser le mot race, les médias, par Radio Courtoisie, on recourt à des formulations alambiquées. Exemple, les violences politico-ethniques au Kenya, les échos du 26 février 2008, traduction autorisée, ethnie, culture. Je vous signale d'ailleurs qu'on parlait autrefois de l'Afrique noire, mais maintenant la mode c'est de parler de l'Afrique subsaharienne. Pour ne pas rappeler que le sud de l'Afrique, l'Afrique du sud du Sahara est peuplée de la race noire. Alors, je voudrais peut-être, si vous me permettez... Non, c'est parce qu'il y a aussi des Blancs en Afrique du Sud. C'est sans doute dans cet esprit-là qu'on parle d'Afrique subsaharienne. Non, jamais. On n'a jamais dit que les Blancs d'Afrique du Sud étaient vraiment des Africains dans le discours novlangue. Alors, dans le vocabulaire, d'ailleurs, dans le vocabulaire traditionnel, je ne parle pas du vocabulaire de la novlangue que vous analysez dans votre livre, Jean-Yves Le Gallou, Michel Geoffroy. On a toujours dit l'Extrême-Orient et pas l'Asie jaune, alors qu'on aurait pu dire l'Asie jaune ou bien qu'on dit l'Afrique noire. Mais le fait est qu'on dit l'Extrême-Orient. Alors, j'aimerais quand même... Oui, pardon ? Non, Michel Geoffroy, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, vous ne devriez pas dire l'Asie jaune ? C'est aussi valable que l'Afrique noire, honnêtement. Mais enfin, ça, c'est l'expression traditionnelle, c'est l'Afrique noire. Oui, c'est pas à proprement parler de la novlangue, c'est plutôt une habitude d'expression. Quoi, l'Extrême-Orient ? Oui, l'Extrême-Orient. Ah oui, non, pas du tout, non, c'est la tradition. Non, bien sûr. On a trouvé, les géographes ont trouvé des expressions commodes pour désigner une réalité. Alors, je parle des géographes sérieux d'autrefois, et même des géographes sérieux d'aujourd'hui, qui ne donnent pas dans la novlangue. Je voudrais quand même proposer aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour introduire la discussion avec Michel Geoffroy et Jean-Yves Le Gallou, un vade-mecum sur les races humaines en 10 points, que j'ai publié par Twitter et qui est maintenant sur le site lesquin2017.com, parce que je crois qu'il est bon de rappeler certaines vérités méconnues. Et j'ai voulu le faire en 10 points. Premier point, la division de l'espèce Homo sapiens en races est un fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Deuxième point, selon les termes du grand anthropologue Carleton Coon, grand anthropologue américain mort en 1981, il y a 5 races humaines. Division de l'espèce Homo sapiens. Les races caucasoïdes, mongoloïdes, congoïdes, capoïdes et australoïdes. Alors, le troisième point, c'est que la couleur de la peau est secondaire, car il y a 3 races noires. Congoïdes, les noirs, on disait autrefois les nègres, maintenant on n'ose plus. Capoïdes, alors capoïdes, c'est la race autantote. C'est en fait très négligeable du point de vue numérique, mais c'est eu une importance considérable autrefois, il y a très longtemps.
C'est une race qui a été désignée par Carleton Coon à partir de la province du Cap, en Afrique du Sud. Et donc, c'est la race des Bochimans et des Hottentots, qu'on mentionne pour être complet. Et la troisième race noire, c'est la race australoïde, c'est-à-dire les aborigènes d'Australie, les Mélanésiens et autres Kanaks, mais aussi les Négritos du sud-est asiatique et la population indigène de l'Inde, c'est-à-dire, on appelle ça parfois les Védas avec 2D, à ne pas confondre avec les livres saints de l'Inde. C'est les populations primitives de chasseurs-cueilleurs, encore aujourd'hui, du sud de l'Inde, qui étaient autrefois, semble-t-il, sur l'ensemble du sous-continent. Quatrième proposition, les gènes commandent le mental autant que le physique. C'est vrai en particulier de ceux qui déterminent la race. Sur le sujet, je conseille d'ailleurs le 2e livre du Club de l'Horloge, qui s'appelle « La politique du vivant », édité par Albin Michel, malheureusement épuisé. Cinquièmement, la race composante du fond génétique est à la base de l'identité d'un peuple. Sixièmement, c'est là qu'il faut bien écouter, les races ne sont pas égales et ne peuvent pas l'être, car l'égalité n'est pas dans la nature. Septièmement, l'individu ne se réduit pas à sa race, il est d'abord lui-même. Huitièmement, contre l'évidence, le lysenkisme, instrument du cosmopolitisme, nie les différences de race et de sexe. La théorie du genre, qui nie les différences de sexe en prétendant qu'elles ont été construites par la société, est de même nature que ce lysenkisme qui nie l'existence des races. Neuvièmement, comme l'a dit le général de Gaulle, la France est un pays de race blanche, c'est son identité. On dira, en termes scientifiques, de race caucasoïde. Et dixièmement, dernière proposition, la mélanisation de la France, c'est-à-dire l'explosion de la population de race congoïde, est plus grave pour la survie de notre identité que l'islamisation. Voilà les propositions que je voulais vous soumettre, et qui sont évidemment, pour moi, des choses que tout le monde devrait savoir. Je pense que c'est bien d'utiliser un vocabulaire scientifique pour désigner les races, parce que sinon, les gens qui ont parfois des réactions superficielles vous disent que la couleur de la peau n'a pas d'importance, etc. Et c'est vrai, la couleur de la peau est absolument secondaire. Alors, par rapport à ce que vous dites, Henri, et par rapport aux auteurs que vous citez, il y a aujourd'hui une prise en compte parfaitement concrète des différences d'origine et des différences de race, au moins dans un domaine qui est le domaine médical. C'est-à-dire que quand il s'agit de dépister certaines maladies, eh bien, le dépistage va avoir lieu dans certaines catégories de la population, auprès de certaines races et pas auprès de certaines autres. Quand il s'agit de donner des médicaments, il y aura aussi une prise en compte de ce phénomène, parce que certains médicaments vont se trouver statistiquement plus efficaces chez certaines populations que chez d'autres. Et de même, il y a aujourd'hui, en termes de médicaments, un handicap pour les populations noires, puisque les médicaments ont été essentiellement testés sur les populations blanches. Et les médicaments n'ont pas forcément la même efficacité pour tout le monde. En ce qui concerne le dépistage, on le sait d'ailleurs très bien en France. En France, il y a une maladie génétique qui est dépistée, la drépanocytose, qui est dépistée dans les hôpitaux français auprès des nouveau-nés, mais pas auprès de tous les nouveau-nés, auprès des nouveau-nés dont les parents ont une origine... race congoïde. C'est plus large que ça, puisque la race congoïde a pu toucher d'autres, des populations par métissage, des populations qui ne le sont pas, puisqu'on dépiste effectivement les Noirs africains, on dépiste certaines populations sud-américaines, on dépiste les populations Caraïbes, mais on dépiste aussi les populations maghrébines, les populations du Proche-Orient et les populations indiennes. Donc, mais effectivement, au départ, il y a une prise en compte du phénomène racial, et on ne dépiste pas
les enfants purement européens, parce que ça ne présente aucun intérêt, ils ne sont pas susceptibles d'être touchés par cette maladie. Donc on le voit pour le dépistage, on le voit pour la fréquence, de certaines maladies, on le voit pour l'efficacité des médicaments, et si on voulait être peut-être parfaitement humaniste, on devrait peut-être tester davantage certains médicaments sur les populations noires pour être sûr pour trouver des médicaments qui leur soient particulièrement adaptés. Ça, c'est des données, données biologiques. Michel Geoffroy m'a l'air choqué de ce que vous dites, Jean-Yves Le Gallou. Non, pas du tout. Et outré. Pas du tout, mais je dirais simplement que le mot race, le mot noir, font partie des mots tabous en matière de novlangue. Hein. D'ailleurs, dans le dictionnaire, vous le verrez. C'est pour ça que j'ai rappelé ça par congoïde, oui. qui n'est pas dans votre dictionnaire. Non, on ne peut pas tout avoir. On a déjà plus de 1000 entrées. Ça sera dans le quatrième. Ça sera dans le quatrième. Congoïde. Mais je note d'ailleurs que la seule fois où on utilise d'une façon politiquement correcte le mot race, c'est pour dénoncer le racisme, bien sûr. Le racisme des autres. Alors, c'est amusant, vous parliez de noir. Non, moi je dis congoïde maintenant. Oui, vous dites congoïde. Je note je suis un des rares à le dire. Hein. Je note quand même qu'il y a un certain nombre d'associations dites communautaires qui revendiquent leur identité, notamment le fameux conseil représentatif, le crâne. Les crâneurs. Le crâne, bon, les associations noires. Et vous avez peut-être dû voir il y a quelque temps, des gens du spectacle ont fait un spectacle qui était un spectacle non blanc. Ça n'a pas été considéré comme raciste, hein, mais l'expression non blanche était en fait une manière de s'affirmer, comment dirais-je, d'affirmer son identité ou son ethnie par opposition à l'ethnie dominante française. Si je fais une blague à ce sujet, j'ai lu ça. Attention, les blagues, faut qu'elles soient autorisées. J'ai lu ça dans le livre de Philippe de Villiers. Je vais raconter ce que j'ai vu. Il se moque de l'ENA et il cite des réponses fameuses, vraies ou fausses d'ailleurs, de candidats au grand oral de l'ENA quand il avait lieu. Je crois qu'on l'a supprimé. Et c'était une jeune fille candidate et le jury lui demande mademoiselle, est-ce que vous épouseriez un noir? Et elle répond oui, si c'était un mariage blanc. Alors là, je dois dire que... Ou s'il était très riche. Hein, c'est ça. Oui, si c'était un mariage blanc, je trouve ça quand même assez joli. Donc, excusez-moi, mais je n'avais pas pu retenir en vous écoutant. Ce qui prouve que c'est une excellente épreuve. En fait, c'est une très bonne épreuve. Bien sûr. Oui, que je n'ai pas passé pour ma part, mais je regrette. Allez, oui, donc... Vous l'avez passé, vous l'avez avec succès d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais enfin, on ne m'a pas posé la question. Non, maintenant qu'il y a le mariage homosexuel, on aurait pu vous dire voulez-vous épouser un noir? Bon, continuez. Non, mais Michel Geoffroy. Moi, je considère que quand vous regardez le dictionnaire de novlangue, vous voyez que la plupart des entrées qui sont liées à l'identité et l'ethnie sont aujourd'hui classées parmi les mots tabous. Hein, en fait, puisque l'idéologie dominante, elle est la panmixie, le métissage. Au contraire, le mot métissage, on l'emploie très souvent. C'est un mot très marqueur du langage dominant. On dit métis, les musiques métisses, tout ce qui est métis. C'est formidable que ce soit métis. C'est fantastique. Hein, multicolore, c'est très bien. La mosaïque, le terme mosaïque aussi est très révélateur du discours. Donc, au contraire, tout ce qui a tendance à vouloir identifier une identité particulière, ça devient un mot tabou, un mot qu'on essaie d'éviter d'utiliser, d'où d'ailleurs très très frappant tout à l'heure, comme je disais, l'expression non blanc. On essaie de se définir négativement. Alors on ne dit pas non noir. Hein. Si on faisait un spectacle non noir, je pense qu'on serait poursuivi pour incitation à la haine. Peut-être pas quand même. Hein, peut-être pas. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose, Michel Geoffroy? Comment peut-on nier l'existence des races quand on promeut le métissage qui, par définition, signifie qu'on mélange les races? Comment peut-on mélanger ce qui n'existe pas? Oui, c'est une contradiction essentielle. Mais Jean-Bernard Caudesprit, vous n'avez rien dit jusqu'à présent. Comment peut-on promouvoir le métissage s'il n'y a pas des races à métisser? De toute façon, ça fait partie des stupidités dont on nous balance à longueur de temps. Hein. Dans lequel on essaie de nous enfermer pour nous faire perdre nos racines, justement.
Alors, Je pense que c'est l'avantage du terrorisme intellectuel. c'est qu'il est prêt à dire n'importe quoi. Il peut imposer des choses contradictoires. C'est-à-dire, il peut cohérence. dire les races n'existent pas, mais on lutte contre le racisme. Oui. Les races n'existent pas, mais il faut les métisser, les mélanger. Alors, Et l'interdit est tellement fort que, ma foi, ça aboutit à une sidération de l'opinion. Bon, on l'a vu avec l'affaire de Nadine Morano. Elle n'a pas trouvé beaucoup de soutien. Elle a trouvé mon soutien. J'ai soutenu Voilà. Madame Morano et j'ai dit d'ailleurs que, chers auditeurs, Elle a eu Radio beaucoup de Contredit, soutien sur les réseaux sociaux. elle a eu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Elle n'a eu aucun soutien institutionnel, aucun soutien, évidemment pas dans sa formation politique, ni même dans d'autres formations politiques. Elle n'a eu aucun soutien, Madame Morano. Voilà. Alors, sauf effectivement dans la masse des intervenants sur les réseaux sociaux. Moi, Et sur la réinfosphère de manière plus je générale. vais m'engager en faveur de Madame Nadine Morano pour dire que dans cette affaire, elle a été très bien. Parce qu'on peut toujours dire, elle s'est emportée, ça lui a échappé, etc. Non, elle n'a pas fait machine arrière, elle ne s'est pas excusée, elle a au contraire été très digne. Elle a dit, mais je ne vois pas comment on peut me reprocher d'abord de dire des choses vraies et ensuite de dire des choses vraies qui ont été dites avant moi par le général de Gaulle. Bon. Elle a une très belle formule, un très beau tweet. Je ne suis pas de la race des lâches. Oh, c'est superbe ça. Oh, Alors elle ça m'a doit être échappé. très isolée. Elle doit être très isolée. Eh oui. Ah non, mais alors, donc je dis aux auditeurs de Radio Contredit que j'admire Nadine Morano. Vous J'avoue devriez que- l'inviter, Henri de Ah Lesquen. bah oui, écoutez, si vous avez son numéro de téléphone mobile, envoyez-le moi par tweet ou autrement, voilà, parce que j'aimerais bien l'inviter. Et en tout cas, je vous dis que comme il y aura des primaires pour l'élection du candidat des Républicains ex-UMP à l'élection présidentielle de 2017, j'espère qu'elle sera candidate comme elle l'a dit. Et bien que je n'ai aucune intention de voter pour le candidat des Républicains, j'irai quand même à la primaire, ce qui est hypocrite de ma part, d'abord pour voter contre Sarkozy, pour le faire battre, ça c'est l'objectif premier, et deuxièmement pour que Nadine Morano ait le maximum de voix. Je pense que le parti Les Républicains s'arrangera pour manipuler le processus de sélection des candidats pour qu'elle ne puisse pas être candidat à la primaire. Il suffit de... Ah bah si, parce qu'il faut être parrainé. Il faut être parrainé Comment par un faire certain nombre de... Bah si, je crois. Enfin, je connais pas les détails de leurs affaires, de leur potage, de leur soupe. Mais je crois qu'il faut être parrainé par un certain nombre d'élus et de grands élus. Et ça m'étonnerait beaucoup que les héros se multiplient dans cette catégorie particulière. Non mais je voudrais quand même insister, chers auditeurs de Radio Contredit, sur le fait que nous vivons dans un pays de fous et de sidération complète. On nous fait croire qu'il n'y a pas de différence biologique entre les sexes, et maintenant on nous dit que les races n'existent pas, alors que c'est une vérité, je le répète, ça fait partie de mon... Je crois que la prochaine étape, ça va être plutôt sympathique pour nous, ça va être la négation de l'âge. Ah, L'âge n'existe pas non plus. Il y a des jeunes Parce que partout. il y a et des- est-ce qu'on peut faire il une y a- distinction entre les chauves et les chevelus? Ah bah ça... Jean-Yves Le Gallou, ne vous sentez pas visé, je dis ça au hasard, par exemple. Hein. Écoutez, Henri, je vous ferai pas ma réponse habituelle. Bon, Une question de fraîcheur. Ah oui, excusez-moi, Jean-Bernard, vous êtes un Ouais, peu oui, concerné. on n'est pas Vous êtes trop un peu en concerné. minorité. Ben oui. Non. Non, mais l'âge devient un mot tabou. D'ailleurs, on dit pas on dit pas vieux, on dit âgé. On a utilisé différentes circonlocutions. On a parlé des seniors. On utilise de plus en plus le terme senior, qui est un anglicisme, qui vise à essayer de Ouais, moi, j'ai gommer un j'ai peu. une carte senior. Voilà, senior. une carte senior senior. plus même, Alors, CF. Quand même, on admet la discrimination puisque Madame Ernotte, la nouvelle patronne de la télévision publique, où elle n'avait d'ailleurs rigoureusement aucune expérience, puisqu'elle vient d'Orange, elle n'a jamais eu une expérience de télévision, mais elle a été choisie pour des raisons Elle vient de politiques. d'Orange. Ah ouais, France Télécom, Orange, ouais. France Télécom, oui. Eh bien, Madame Ernotte a Télécom. dit qu'il fallait que ça change à France Télévisions parce qu'il y avait trop d'hommes blancs quinquagénaires. Donc là, elle a réussi en une seule phrase à prôner la discrimination raciale contre les blancs, la discrimination sexuelle contre les hommes et la discrimination par Liée à l'âge l'âge. contre Ce les qui tombe- quinquagénaires ce qui tombe- et au-delà. Ce qui tombe sous le coup de la loi. Théoriquement, on pourrait la poursuivre pour cela, puisque le code pénal, qui depuis la loi de 1972, la loi Pleven,
a prévu d'interdire toutes sortes d'appels à la haine ou toutes sortes de discriminations. On est maintenant à 20 chefs de discrimination. La dernière étant, tenez-vous bien, chers auditeurs, si ça vous a échappé, le lieu de résidence. On n'a pas le droit de faire une discrimination sur le lieu de résidence. Mais dans la Syrie, il y a l'âge, il y a aussi la race, il y a aussi le sexe, il y a aussi l'ethnie, il y a aussi l'origine, la religion et même la nationalité. Le pire, c'est quand même d'interdire la préférence nationale. Henri Lesquin, moi j'interviens tous les 1er avril pour demander l'extension... tous les 1er avril d'ailleurs. Ou les 1er avril, si vous voulez. Est-ce que ça se met au pluriel ou pas? Bon, enfin, au début du mois d'avril, pour envisager une 21e raison de refuser une discrimination. La discrimination, vous serez d'accord avec moi, cher ami, contre les chauves, la chauvophobie, qui est quand même une discrimination particulièrement grave, et la discrimination encore plus grave, 22e incrimination, contre les gauchers. Les gauchers qui sont victimes, notamment dans les cafés. Quand vous êtes un gaucher, que vous allez dans un café et qu'on vous présente pour souligner votre handicap la tasse avec l'anse de la tasse. Il y a des tasses pour gaucher. De la tasse présentée à droite. Bah oui, je suis gaucher. Vous avez deux infirmités alors. Absolument, deux handicaps. Donc moi, je demande à Mme Taubira d'étendre la loi Pleven pour protéger les gauchers et les chauves de la discrimination. J'ai une proposition à faire pour les gauchers. Je ne veux pas qu'on les discrimine. Pour les chauves, pardon, je ne veux pas qu'on les discrimine. Je veux simplement qu'on les oblige à porter une casquette. Parce que je trouve qu'un crâne chauve, c'est quand même insupportable à voir. Et donc avec une casquette, ce serait beaucoup mieux. Moi, je préfère les chapeaux. Écoutez, votre avis, Henri, n'est pas partagé par tout le monde. Bon, écoutez, avec tout ça, tous vos batifolages, je ne reviens pas à parler sérieusement. La race, c'est quand même un sujet sérieux. Alors, le point principal, au fond, c'est le lien entre la race et l'identité. Et là, il est évident que l'identité ne se réduit pas à la race. Mais il est évident aussi, quand on est sérieux, que la race est un des éléments de l'identité. Et que si la France, si l'Hexagone, on devrait dire, était majoritairement peuplé de Noirs, de gens de race congoïde, quels que soient les mérites des gens de race congoïde par rapport aux gens de race caucasoïde, ou si vous préférez de race noire par rapport aux gens de race blanche, eh bien ce ne serait plus la France. Voilà. Ce que j'appelle la mélanisation de la France, parce que je n'ai pas trouvé de meilleur nom, c'est-à-dire l'explosion de la population de race congoïde, est absolument incompatible avec le maintien de l'identité de la France. Je vous rappelle ce qu'a dit De Gaulle. De Gaulle a dit « Sinon, la France ne serait plus la France ». C'est le plus important de la citation, Michel Geoffroy. Sinon, la France ne serait plus la France. Et il faut que la France soit la France et qu'elle le redevienne. Donc, effectivement, la population de race non caucasoïde devienne très minoritaire. Je ne dis pas qu'elle va disparaître. Je dis simplement qu'il faut engager la réémigration. Et d'ailleurs que les gens de race congoïde sont plus heureux dans des pays chauds que dans des pays froids comme la France. Hein. Bon, donc c'est pour leur bien qu'on va leur proposer la réémigration. Oui, non, pour l'idéologie dominante et le discours dominant, l'identité se définit d'une manière idéologique. L'identité, c'est les valeurs. Donc, vous avez entendu plusieurs ministres qui ont dit l'identité de la France, c'est la République. C'est-à-dire, c'est une approche complètement idéologique et réductrice, qui ne va pas du tout, évidemment, dans le sens que vous évoquez, ce qui ne saurait nous surprendre. Donc, si vous voulez, on essaie de vider de son contenu la notion d'identité, pour la définir du point de vue idéologique. Donc, pour reprendre votre exemple, demain, un Congolais qui adhère à l'idéologie des droits de l'homme est donc un Français, puisque l'identité de la France serait assimilable à un certain nombre de valeurs. Alors, d'où d'ailleurs aussi l'assimilation qui est faite aujourd'hui, on parle des valeurs de la République, alors qu'il s'agit d'une inversion de sens totale, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on présente comme les valeurs de la République, c'est les valeurs du cosmopolitisme, c'est l'état de droit, c'est-à-dire le gouvernement des juges, c'est le refus de la souveraineté populaire. Donc c'est tout le contraire de la conception républicaine du gouvernement telle qu'elle a été faite en France au XVIIIe siècle. Donc et au 19e, attendez. Et au 19e, oui, bien sûr. Non, attendez, sur cette question des valeurs républicaines, alors moi je veux bien ce qu'on veut, mais les mots ont un sens. Bon, pour moi, les valeurs républicaines, ce corpus doctrinal, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et si on est royaliste, on ne l'aime pas, mais je ne suis pas royaliste,
c'est la grande Troisième République qui va en comptant large avant la proclamation de la République de 1870 à 1914. Bon. Le parangon des valeurs républicaines qui est, d'après vous, Michel Geoffroy, c'est Jules Ferry. Bon, eh bien, je dirais simplement très respectueusement ce qui s'est passé. J'ai eu le malheur de citer à l'antenne de Radio Courtoisie la phrase de Jules Ferry, une phrase historique. Oui. Je peux encore la citer à nouveau. Elle a été prononcée par monsieur Jules Ferry à l'antenne, à la tribune de la Chambre des députés, qui s'appelait comme cela à l'époque, le 29 juillet 1885. Il a dit, je cite Jules Ferry, vous pourrez vérifier la citation sur le site de l'Assemblée nationale. Jules Ferry a dit, je cite, « Les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de citation. Bon. J'ai eu le malheur, en évoquant un texte publié par Polémia, un texte de Jensen sur les inégalités de QI entre les races, de commenter favorablement cette phrase, et j'ai été d'abord condamné. Alors certes, la radio a été condamnée en ma personne, ce n'était qu'un blâme, ça s'appelle une mise en demeure. Mais quand même, condamné pour avoir cité Jules Ferry au nom des valeurs républicaines. Donc le CSA s'estime, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'estime plus qualifié que Jules Ferry pour savoir ce que c'est que les valeurs républicaines. Oui, parce que et le pire, c'est que le Conseil d'État lui a donné raison. Et j'ajoute que la convention que nous a fait signer le CSA, que nous sommes obligés de signer pour avoir l'autorisation d'émettre, nous oblige théoriquement à promouvoir les valeurs républicaines. Mais c'est une atteinte évidente à la liberté d'expression. Comment peut-on écrire des choses pareilles ? La loi qui a fondé le CSA, la loi Léotard de 1986, dit à l'article 1er, la loi s'appelle Loi sur la liberté de communication. Et l'article 1er, elle dit, la communication par voie électronique est libre, et énonce limitativement les cas où elle ne l'est pas. Eh bien, j'ai cherché vainement quel était le cas qu'on pouvait m'appliquer. Ce que j'ai dit ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, donc c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et je trouve ça intolérable, et je le dis publiquement. Voilà, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se permet de porter atteinte, exerce une police de la pensée qui est contraire à la loi qu'il a fondée. Voilà. Et je le dis sérieusement en étant scandalisé. Il faut que les gens puissent s'exprimer dans tous les sens, et pas seulement dans le sens du cosmopolitiquement correct. Alors, c'est ça la liberté d'expression. Si la liberté d'expression, c'est simplement de dire ce que pensent les membres du CSA, eh bien, je suis désolé, ça n'est pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le droit. Quand on a une haute éthique de sa fonction, on accepte, au nom de la liberté d'expression, que d'entendre des propos qui vous choquent. Et d'ailleurs, moi, je vous dirais tout bonnement qu'à Radio Courtoisie, qui est une radio libre, où les patrons d'émissions sont libres, j'entends souvent des propos avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. J'ai même entendu une fois le président du CRAN, ou l'ex-président, il avait peut-être perdu son poste, Conseil représentatif des associations noires, s'exprimer à Radio Courtoisie. C'est très bien. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Lozès, il s'appelle, je crois. Voilà, absolument. Oui. Monsieur Lozès s'est exprimé. Bon, j'ai pris un café avec lui après, c'est pas pour ça que je partage ses opinions, évidemment. Alors, je pense que si mais il a peut-être un peu de lait dans son café, non ? Je ne vais pas vérifier ça. Alors, je reviens sur ces quelques définitions du dictionnaire de la dans le dictionnaire de la Novlangue. Édition Via Romana. Valeur, mot trompeur destiné à valoriser ce qui n'est qu'une idéologie dominante et arbitraire, et à suggérer qu'il serait illicite de la contester. On est exactement dans le cas que vous avez cité, Henri de Lesquen. Traduction, idéologie. Républicain, mot trompeur, car ayant changé de sens, ne désigne plus le partisan de la souveraineté du peuple et de la volonté générale, mais celui qui se conforme au commandement de l'idéologie dominante, libérale, libertaire. République, mot trompeur, ne désignant plus la souveraineté du peuple, mais la soumission du peuple à l'idéologie des droits de l'homme, au marché et au gouvernement des juges. Entre parenthèses, il y a des cas différents, mais dans votre dictionnaire qui comporte plus de 1000 entrées, plus des analyses approfondies sur le sujet. Dans les analyses approfondies, je signale, et je vous rends la parole, Henri de Lesquen, les habits républicains de l'oligarchie, c'est un texte qui est en annexe. Comment le politiquement correct se cache derrière le mot république. Il y a des mots qu'il ne faut pas laisser à l'adversaire, notamment le mot république. Le mot république est un mot qui nous vient de la tradition romaine, la res publica. Jean Bodin, qui était monarchiste, a écrit un livre qui s'appelle De la République pour vanter les mérites de la monarchie. Donc il n'y a aucune raison d'abord de commencer par réduire le sens du mot république comme on le fait depuis la Révolution de 1789
pour désigner la négation de la royauté, mais surtout, et encore moins, pour appeler République, ce qui est le contraire de ce que les républicains de la Troisième République, surtout la grande période, jusqu'avant 1914, appelaient République. Hein. On pourrait multiplier les citations, notamment Paul Doumer qui dénonçait les cosmopolites. On ne peut pas appeler. Il est scandaleux que la République soit devenue synonyme de cosmopolitisme. Oui, mais c'est le propre de la novlangue de changer le sens des mots, c'est-à-dire de garder une enveloppe que tout le monde semble partager pour mettre un contenu différent à l'intérieur. Hein. Je rappelle que Orwell, dans son livre 1984, a la fameuse formule « la liberté, c'est l'esclavage ». C'est-à-dire ça, c'est l'exemple de la novlangue. Sous le terme « liberté », en fait, c'est l'esclavage. La République, c'est le cosmopolitisme. Aujourd'hui, la République, c'est le cosmopolitisme, c'est le refus du suffrage, c'est le refus de la préférence nationale, c'est le refus de la souveraineté populaire, c'est même le refus de toute souveraineté, d'ailleurs, politique. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez une radio qui n'est pas comme les autres, la seule radio écoutable à mon avis d'ailleurs, mon humble avis, mais je suis évidemment partial. Et cette radio a été fondée par Jean Ferret, Serge de Bécage et quelques autres en 1987. Et donc chaque année, nous organisons un repas d'anniversaire comme il se doit. Et nous avons choisi cette année, comme l'année précédente, d'aller sur une péniche à Boulogne-Billancourt. Et je vais demander à Franck de nous passer le bobino de la fête de la fête anniversaire, du repas d'anniversaire de Radio Courtoisie, qui vous donnera tous les détails. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 8 novembre, nous célébrerons le 28e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 8 novembre, à midi, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2015 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 8 novembre, à midi, sur la péniche Les Calanques, passe au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, inscrivez-vous vite, il n'y a que 200 et quelques places sur cette péniche. C'est un grand moment de notre vie de la radio. Radio Courtoisie est une grande famille dont les auditeurs font preuve de beaucoup de ferveur, et donc il est important de pouvoir se réunir. Alors c'est en région parisienne, je suis désolé pour les auditeurs de province, mais j'espère que pour certains d'entre eux, ce sera l'occasion de venir à Paris ou dans les environs de Paris. Et donc, je voudrais dire également à ceux qui n'ont pas entendu la première partie de ce libre journal que j'ai ouvertement fait part de mon choix pour le vote. Je voterai pour Renaud Camus, qui est un grand écrivain et de plus un grand patriote qui s'oppose au grand remplacement. Et d'ailleurs, notre ami Jean-Bernard Caveau d'Aspry nous a dit qu'une année, il avait voté pour Dutheil, et une autre année pour Camus. Et pour Camus, l'année dernière, j'ai voté pour Camus, et plusieurs années de suite pour Dutheil, parce que je comprends pas qu'on ne le présente pas, étant donné qu'avec sa chanson, et tout est parfait. Il développe vraiment pour les bonnes choses pour la langue française. Je préfère Camus quand même. Ça me paraît d'un niveau supérieur, un niveau littéraire supérieur à la chanson de Dutheil. Oui, que j'aime bien, mais quelquefois une petite chansonnette, ça fait beaucoup. Absolument, absolument. Alors, je ne sais pas. On fait des révolutions avec des chansons. Pour qui allez-vous voter, vous, Michel Geoffroy ? Camus, moi, je partage votre analyse. Renaud Camus, oui. Hein, Albert est mort. Hein, alors, on ne donne pas.
On ne donne pas le prix. Enfin, on l'a fait à titre posthume pour des personnalités de Radio Courtoisie l'année d'après leur mort. Enfin, l'année de leur mort plutôt. Mais là, Camus, c'est un peu ancien quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Albert. Et Jean-Yves Le Gallou, en fait, voudrait bien avoir le prix. C'est pour ça qu'il tord le nez quand on parle de Renaud Camus. Henri, je ne souhaite pas le prix. Je ne suis pas qualifié pour le prix. Et je le souhaite encore moins à titre posthume. Voilà qui est dit. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est de l'humour noir, après tout, hein? C'est dangereux. Oui. Alors, nous allons, c'est de l'humour non blanc. À la gentille Jacqueline de nous lire quelques messages. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, évidemment. Le libre journal d'Henri de Lesquen qui reçoit dans cette seconde partie Michel Geoffroy, haut fonctionnaire essayiste, Jean-Yves Le Gallou, qui est ancien député européen, président de Polémia, essayiste, et Jean-Bernard Cabour d'Aspry, écrivain, journaliste, artiste, peintre. Bien. Et le thème de l'émission, le piège des mots ou la communication contre la démocratie. J'aimerais que nous parlions de cette seconde partie du thème, d'ailleurs, contre la communication contre la démocratie, parce que ça me paraît très important. Alors, un auditeur, le général de Gaulle ayant dit tout et le contraire de tout, tout le monde a été un jour ou l'autre gaulliste, signé Jacques Laurent. En l'occurrence, il a dit de bonnes choses. Un auditeur, Monsieur Henri de Lesquen, vous n'êtes pas Henri Tizot. Je l'avoue. Un auditeur, le français a le droit de coloniser les autres, mais ne veut pas être colonisé. Un auditeur de Radio Courtoisie, que se serait-il passé si Nadine Morano avait déclaré que le Zaïre est un pays de race noire? À propos de Nadine Morano, un auditeur, si les hypocrites renient le mot race, on peut parler de locoderme, de mélanoderme et de xamphoderme au lieu de race blanche, noire, jaune. Écoutez, non mais sur ce point, non, parce que justement la couleur de la peau est secondaire, donc il faut utiliser une terminologie qui soit adaptée, et celle de Kuhn est la meilleure. Carlton Kuhn est le plus grand raciologue, anthropologue de l'époque moderne. Un auditeur, aujourd'hui même, Marion Maréchal a soutenu Nadine Morano. Bravo. Oui. Un auditeur, Georges Marché, secrétaire général du PC, déclarait le 6 janvier 1981 « Il faut arrêter l'immigration légale et illégale car c'est un danger ». Un auditeur de Radio Courtoisie, il est très pénible d'entendre imiter la voix de celui qui a dit « Je vous ai compris » et a ensuite trahi la France. Un auditeur, je tiens à vous signaler le grec « génos » qui veut dire « race ». Nous n'empêcherons pas la génétique proche du racisme. Un auditeur, les Noirs sont meilleurs que les Blancs en athlétisme. C'est officiel, tout le monde le dit, ce n'est pas raciste. C'est vrai qu'au 100 mètres, à la finale de 100 mètres des championnats du monde ou des Jeux olympiques, il n'y a que des Noirs, que des Congoïdes. Il y a un Français blanc dans les meilleurs actuellement, mais c'est une exception absolue et ça a été présenté comme tel. Sur le 100 mètres, hein, pas sur les courses plus longues. Pas chez les Russes. Auditeur, on dit bien vache de race charolaise. Oui, évidemment, la race est une notion biologique. Un auditeur. Salut Monsieur Le Gallou, qu'il a croisé devant l'ambassade d'Allemagne lors de la récente manifestation. Je félicite cet auditeur de ne pas se contenter d'écouter la radio, mais aussi de manifester quand il le faut. Il ne faut pas toujours rester assis. Continuez, Jacqueline. Une auditrice, pourquoi les gouvernements veulent-ils absolument des mariages mixtes noirs-blancs? Qu'est-ce que cela peut leur apporter? Pardon. Il déchiffrait les messages avant de les lire. Merci, continuez, passe au suivant. Madame Morano ne devrait pas s'étonner de l'ingratitude de Sarko qui a dit « Le métissage n'est pas une option, c'est une obligation ». C'est le discours à l'école polytechnique. Ça. Monsieur Henri de Lesquen, la France n'est malheureusement plus un pays de race blanche. Et si le terme de race blanche est tabou, c'est parce qu'Hitler en a fait un usage particulier à une certaine époque. Et on écoute une auditrice de Radio Courtoisie, on écoute votre radio comme on écoutait Radio Londres pendant la guerre. Eh bien, j'espère que ça se terminera aussi bien pour la voix de Radio Londres. Alors, sur la question
la remarque amusante des vaches de race charolaise, oui, je fais un peu de commentaires didactiques. La race, c'est la sous-espèce, c'est-à-dire c'est la subdivision de l'espèce de niveau 1, dans la terminologie actuelle. Depuis Carl von Linné, il y a ça s'appelle une taxinomie, une classification des êtres vivants. Et pour parler de l'espèce Homo sapiens à laquelle nous appartenons, eh bien, l'espèce Homo sapiens appartient au genre Homo, qui appartient à la famille des hominidés, qui appartient, je ne devrais pas faire d'erreur, à l'ordre des primates, qui appartient à la classe des mammifères, qui appartient à l'embranchement des vertébrés, qui appartient au règne animal, qui appartient au monde vivant. Voilà. Et en descendant en dessous de l'espèce, il y a la sous-espèce qu'on appelle encore la race, parfois la race principale, et les anthropologues emploient aussi le mot race dans un deuxième sens qui risque de créer la confusion, qui est la race secondaire, ou on va dire la sous-race, ou la sous-sous-espèce. On dira par exemple que la race caucasoïde, vulgairement appelée race blanche, est subdivisée en Europe de l'Ouest en race méditerranéenne, race nordique, race dinarique, race est-baltique et race alpine. J'en ai certainement oublié. Oui, Jean-Yves Le Gallou. Oui, je suis un peu surpris par votre propos en ce qui concerne les vertébrés. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hommes politiques à la remorque des médias qui sont pas vraiment vertébrés. Donc je pense que là, il y a quand même un vrai problème scientifique. Alors, autre question. Un auditeur s'adresse à Jean-Bernard Caveau-Daspry et lui dit « J'espère visiter bientôt Saint-Pétersbourg. Votre émission donne envie d'y aller. » Vous voyez, vous avez convaincu les auditeurs d'aller à Saint-Pétersbourg. Vous organisez d'ailleurs des voyages aussi. Ah oui, j'ai régulièrement au moins un par an. Mais je vieillis. Pardon ? Mais je vieillis. Attention, pas d'agisme. Ah bon. Alors, un auditeur... C'est de l'auto-agisme, là. C'est de l'auto-agisme. Mes gens me le rappellent. Un auditeur attaque Nadine Morano par Twitter. Nadine Morano est une hypocrite car elle a soutenu de facto la politique du grand remplacement de Nicolas Sarkozy. Une auditrice qui s'appelle Bécassine, mais je pense que c'est un faux nom. Enfin, à moins que Bécassine était un prénom qui a été donné récemment. Mais Nadine Morano, excellente publicité contre Sarkozy, ne pas rater l'occasion. Un auditeur. En tant que chauve, je suis solidaire de Jean-Yves Le Gallou, victime du chauvinisme des chevelus. Un auditeur, le même d'ailleurs, il ajoute « Je suis gaucher et chauve et je soutiens les propositions de Jean-Yves Le Gallou. » Ah bah parfait, on va fonder un parti, cher monsieur. Oui. Je soutiens. Gaucher, chauve et fumeur, c'est ça non Ah non, pas fumeur. Ah, pas fumeur, quelle horreur. Une auditrice. La médecine apprend que les greffes de moelle osseuse ne sont pas compatibles entre races, c'est dû aux différences biologiques. Un auditeur, les anglo-saxons sont pires que nous, ils ont les Black British Business Awards, c'est-à-dire les récompenses ou les prix du commerce britannique des Noirs, et les Black Movie Awards, c'est-à-dire les prix des films... Et Black Fashion Week aussi. Ouais, C'est le moment de placer des mots anglais à la radio. On se dissipe, monsieur Geoffroy. Un auditeur cite Rivarol, changer le sens des mots et changer la place des meubles dans la chambre d'un aveugle. En tout cas, en termes pratiques, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je sais bien que je lance l'opération. Je crois d'abord, premièrement, qu'il faut utiliser le plus souvent possible le mot race. Je préférerais que l'on évitât de l'employer pour les subdivisions des races principales. Parlons de la variété nordique de la race blanche, mais pas de la race nordique. Mais parlons de la race, des races principales, des 5 races principales. Et je pense qu'il faut essayer de populariser les termes scientifiques. D'ailleurs, jusqu'à une date récente, dans les statistiques américaines, on parlait de race caucasienne, c'est-à-dire caucasoïde. Bon. Et je crois que c'est bien parce que ça montre que c'est une division scientifique. On s'appuie sur le grand anthropologue Carlton Kuhn, c'est sa terminologie. Je rappelle que Carlton Kuhn, qui est mort en 1981, qui avait d'ailleurs son homologue en France qui s'appelait Henri Valois, était président de la Société d'anthropologie des États-Unis. C'était pas n'importe qui. Hein. Et il a écrit sur le sujet. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la tradition scientifique de Kuhn, d'une autre manière, est défendue par un certain Milford Wolpoff, W-O-L-P-O-F-F, qui défend notamment la théorie polycentrique, parce que la question se pose, elle est très controversée entre généticiens et paléoanthropologues, de l'origine des races, quand la division de l'espèce humaine en races, dans les races que nous connaissons, s'est-elle formée. Et là, les données paléoanthropologiques, les fossiles,
montrent, comme le dit Wolpoff, que cette division est très ancienne et qu'elle remonte, avec les métissages qui ont suivi, bien sûr, à 1 million d'années au bas mot. C'est très ancien. Alors, peut-être pouvons-nous laisser la question des races qui nous a beaucoup occupés, après avoir rendu un coup de chapeau à Nadine Morano, et peut-être pourrions-nous parler du suite des autres orientations, des autres têtes de chapitre du dictionnaire de la novlangue, à moins qu'il faille répondre à d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu, qui n'étaient pas des commentaires. Pour moi, c'est une auditrice. Pour moi, la République, c'est la dictature de la spoliation, la perte de la liberté d'expression et tous les droits pour les voyous. Et la guillotine. Et croyez-vous que Nadine Morano sera encore membre du parti, les Républicains, en 2016 ? Ouais. Écoutez, ça, je n'en sais rien, je pense. Hein. Un auditeur, d'ailleurs, critique Florian Philippot à propos de la situation de notre pays, mais je vous signale que Nadine Morano a dit que la France est un pays de race blanche, mais Marine Le Pen et Florian Philippot ont condamné ses propos. En termes Marine Le Pen en termes explicites, Florian Philippot en termes plus tortueux. Le paradoxe de Florian Philippot a été assez drôle parce qu'il a annoncé sa candidature hier. Enfin, il a présenté sa liste, sa candidature dans la région Alca, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Enfin, c'est aberration énorme. En disant que Nadine Morano avait eu raison de dire que Philippe Richer, qui est le candidat Les Républicains dans cette région, était un crétin, je crois, ou quelque chose comme ça, ou un nul. Mais si elle a eu raison là-dessus, elle a eu sans doute raison ailleurs. Mais le paradoxe, c'est que Florent Philippot n'a pas besoin de soutenir Madame Morano. Sa déclaration lui rend service et lui fait gagner des voix. C'est quand même le vrai bonheur en politique quand on peut gagner des voix sans rien dire. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Non, mais là, du point de vue de l'honneur de la France, du point de vue de la vérité démocratique, je pense que les dirigeants des Fronts National, à commencer par Marine Le Pen, auraient dû dire « Je ne suis pas d'accord surtout avec Nadine Morano, elle se met en contradiction peut-être avec ce qu'elle a fait autrefois, mais elle a eu raison de dire que la France, dans son identité, est un pays de race blanche. Voilà ce qu'il faut dire. C'est la vérité. Bon. Et si De Gaulle l'a dit, c'est parce que c'était la vérité. Et je regrette cette... Malheureusement, je crois que c'est plus que de la lâcheté. C'est vraiment, en fait, parce que ni Marine Le Pen, ni Florian Philippot ne considèrent que la France doit redevenir un pays de race blanche. Ils acceptent au moins en partie le grand remplacement. C'est ça qui est dramatique. Vous tirez peut-être des conclusions un peu rapides. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, un auditeur nous a signalé une prise de position de Marion Maréchal Le Pen que j'ai pas vue. Si, moi je l'ai entendu. Vous l'avez entendu ? Et De Villiers fait la même chose. D'accord. Bon, on la retrouvera. Si un auditeur peut nous l'envoyer exactement, ça sera intéressant. Et celle de Villiers aussi. Elle va circuler par Twitter, je suppose. Si un auditeur peut nous l'envoyer par les moyens. Écoutez, rapides, il ne faut pas. Je crois que sur ce sujet essentiel, qui touche à notre identité la plus profonde, il faut avoir le courage de dire, que vous aimiez ou non le général de Gaulle, en l'occurrence, il a dit la vérité. Pas de sectarisme. Que vous aimiez ou non Nadine Morano, moi je ne la connaissais que très peu et elle a beaucoup gagné mon estime, elle a dit la vérité, elle a été courageuse. Et la réaction qu'a suscité ces propos témoigne du fanatisme de ceux qui nous dirigent. Et quand je parle de ceux qui nous dirigent, je ne parle pas seulement des hommes politiques, je parle aussi de ceux qui dirigent les médias. J'ai lu des commentaires absolument invraisemblables dans Le Parisien. Et ces gens-là, les gens d'en face, là, ceux qui nous interdisent de dire la vérité, disent que nos propos sont nauséabonds. Mais ce sont eux qui sont nauséabonds. Il ne faut pas contenter de se dire en défensive, oh là là, c'est pas gentil de dire que mes propos sont vrais, donc ils ne sont pas nauséabonds. Non. Le fait de discréditer ce qui fait l'identité de la France, c'est nauséabond, c'est répugnant, ce sont des traîtres. Ces gens-là sont des traîtres, ce sont des félons qui trahissent la France, qui trahissent la patrie. Michel Geoffroy. Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi un signe que le système est en train de craquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui bravent beaucoup de choses, bravent éventuellement la diabolisation, voire pire encore, pour dire la vérité, dire les choses. Le fait qu'ils appartiennent à la classe politique, mais de temps en temps ils disent des choses vraies, me paraît être une évolution assez intéressante et à mon avis significative.
Il y a des phénomènes de dissidence, en quelque sorte, qui se produisent au sein du système lui-même. Alors je crois que votre dictionnaire de la novlangue, Michel Geoffroy, Jean-Yves Le Gallou, montre bien ce que j'appelle la communication contre la démocratie. Parce que le paradoxe de la démocratie que nous connaissons, c'est qu'elle est formelle et non réelle. Il y a des élections qui ont lieu régulièrement. Donc les gens, théoriquement, le peuple a le droit, théoriquement, le pouvoir par son vote de choisir ceux qui pensent comme lui. Or, il ne le fait pas. Et pourquoi ne le fait-il pas ? Parce qu'il y a le brouillard des mots. Et on pourrait dire le brouillard des mots, le choc des photos, quand on pense à la photo plus ou moins truquée qui a été produite de cet enfant sur une plage grecque. C'est courant. Qu'est-ce qui est courant ? Les photos truquées. C'est un vieil artifice, oui. Oui, enfin, faut être prudent par rapport à ce qu'on peut dire sur cette photo. C'est au minimum, elle a été cadrée. Évidemment, le cadrage est très important. Il y a une chose d'ailleurs importante si on veut comparer les photos de morts. On a vu partout la photo bien cadrée du petit Aylan. On a vu quasiment nulle part les photos des 700 morts de la Mecque, ou 769 ou 770 morts de la Mecque. Et les rares photos qu'on a vues ne portaient pas du tout à l'émotion, car elles n'étaient pas scénarisées. La photo d'un mort qui porte à l'émotion, c'est la photo si vous connaissez le mort, bien sûr. Mais sinon, c'est la photo scénarisée qui porte à l'émotion. Le choix du cadrage, le choix de l'éclairage. La photo des morts de la Mecque, on n'a pas vu les photos des morts de la Mecque, mais elles ne sont en rien émouvantes. Et pourtant, c'est des dizaines de corps, des centaines de corps. Voilà. Alors, je vais lire peut-être, parce que j'ai reçu un courriel d'un ami qui... m'a envoyé une analyse d'un officier de gendarmerie à la retraite de la photo du corps de l'enfant. Oui, moi je crois qu'il faut se garder, permettez-moi de vous le dire Henri, mais il faut se garder des choses anonymes, pas sourcées, où on a suffisamment d'arguments extrêmement solides pour éviter d'utiliser des arguments qu'ils sont moins. Voilà, moi alors cette lettre je l'ai vue, je l'ai pas relayée parce que ça ne me paraît pas suffisamment sûr. Et moi, je crois que la réinformation, c'est quand même d'essayer de ne dire que des choses sûres. Alors, il y a sans doute des choses vraies dont on ne parle pas parce qu'on a des doutes, mais je pense qu'il faut être prudent. Ce qui est sûr dans l'affaire du petit Aylan, c'est qu'il y a eu manipulation des sentiments par l'image, qu'il y a eu aussi manipulation de l'histoire du père et de la famille qui était installée je pense qu'il y avait mise en scène, et dans ce courriel dont vous parlez, dont j'ai parlé avant vous, on lit ceci: on nous expose une photo montrant un enfant qui semble habillé pour aller jouer au parc alors qu'il est prétendument noyé dans une mer avec des vagues de 5 mètres. Ces mêmes vagues qui ne lui ont même pas ôté sa casquette qu'il porte encore vissée sur la tête. C'est vrai que c'était un peu curieux, non ? Qu'en pensez-vous, Michel Geoffroy ? Oui, sans doute. Enfin, je crois que les détails sont une chose. Le vrai sujet, c'est que cette image a été utilisée à des fins de culpabilisation. Donc, ce qui compte, c'est l'usage qui en a été fait, à mon sens. Non, c'est la question de savoir si l'habillage des faux. Oui, enfin, c'est peut-être un faux, mais... Timi Sohara, ça a été aussi peut-être une exploitation monstrueuse. Mais ça quand même... on a inventé un faux massacre. Oui, sans doute. Mais on ne le sait qu'après, en fait. On ne le sait qu'après. Voilà. C'est comme Kuwait City, les couveuses de Kuwait City, on ne le sait qu'après. Voilà. Donc il y a de bonnes chances que ce soit cette histoire. L'enfant est vraiment mort, mais il y a de bonnes chances que rien ne soit vrai de ce qu'on nous a raconté à ce propos. Oui, c'est tout à fait probable. Je suis tout à fait d'accord, oui. En tout cas, beaucoup de choses qu'on nous a racontées sur la famille étaient fausses. Ils ne quittaient pas une zone de guerre. Ils étaient à Istanbul depuis 3 ans et ils sont retournés à Kobané. Le père est allé à Kobané pour enterrer sa femme et ses enfants, à qui il avait oublié de confier un gilet de sauvetage alors que lui-même en avait un. Tout ça, c'est des points de fait sûrs. Voilà. Ouais. Bon, et c'est lui qui pilotait le bateau. Alors il y a un débat ensuite pour savoir si c'était le passeur ou pas. En tout cas, c'est lui qui pilotait le bateau. Voilà. Ouais, non mais on peut quand même dire que. Et il voulait aller au Canada se refaire les dents, selon le témoignage de sa sœur.
Et là-dessus, j'ai vu les images de sa sœur, j'ai écouté sa sœur en anglais, sans être angliciste, on comprend ce qu'elle disait. La sœur ne dit peut-être pas la vérité à ce moment-là. La sœur ne dit peut-être pas la vérité, non mais d'accord. Ouais. Voilà, mais ça c'est des faits établis. Mais on n'a jamais vu les enfants chrétiens qui sont massacrés par les musulmans islamistes. Jean-Bernard Carreau d'Esprit. J'ai reçu, moi, une photo, un document, justement, qui dit on parle beaucoup du petit garçon, mais on ne nous montre pas, et on voit la photo où il y a tous ces petits chrétiens qui sont égorgés ou tués d'une façon certainement très agréable. Alors il y a deux poids, deux mesures, quoi, c'est tout. Tous les morts ne se valent pas au regard de leur instrumentalisation. Alors, je reviens idéologique à cette question que je crois fondamentale, parce qu'au-delà de la novlangue, il y a la démocratie, Michel Geoffroy. Alors, vous avez donc dans un ouvrage qui n'est pas complet, mais qui est vraiment presque complet, c'est-à-dire qu'un ouvrage qui est d'ailleurs à sa 3e édition, enfin 3e version, qui comporte maintenant ce dictionnaire de la novlangue donc, que vous avez fait avec Jean-Yves Le Gallou, Michel Geoffroy. Il comporte 1000 entrées à peu près. Hein, plus de 1000 entrées, un peu plus. Plus de 1000 entrées. Il comporte des analyses approfondies qui flanquent ces entrées. Enfin, sur chaque entrée, il y a une analyse approfondie, hein, bien sûr. Enfin, une analyse approfondie, une analyse en quelques lignes, mais qui dit l'essentiel. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez comment cette novlangue, l'expression vient bien sûr du célèbre roman de George Orwell, 1984, peut empêcher le fonctionnement normal de la démocratie. Orwell nous l'explique déjà un peu dans son livre 1984, puisque la novlangue, le newspeak, comme on dit dans le livre, est un élément du système totalitaire qui repose sur plusieurs composantes. La surveillance généralisée, ça nous rappelle quelque chose. La télévision qu'on ne peut pas éteindre, le télécran, et puis la novlangue. La novlangue, c'est un système qui vise à empêcher les gens de penser par eux-mêmes. Donc, on crée des mots, on forge des mots pour pousser les gens à penser dans un certain sens. On détruit au contraire des mots, les fameux mots tabous qu'on évoquait en première partie d'émission, pour empêcher de conceptualiser certaines choses. Et donc, la novlangue est un moyen de rééducation de la population. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que la novlangue est destinée à empêcher, je crois fondamentalement, le discours médiatique aujourd'hui vise avant tout à empêcher de prendre conscience du grand remplacement et à empêcher de prendre conscience de la réalité de l'islamisation et de la progression de l'islamisme en Europe et dans notre pays. Donc, ces mots sont destinés à empêcher de conceptualiser. La pensée repose sur des mots. Si on modifie les mots, si on détruit certains mots, eh bien on attaque la capacité de penser. Et la réduction de cette capacité de penser par soi-même a évidemment un impact sur le comportement des gens et donc sur le comportement politique. Oui, alors vous parlez de Newspeak, vous parlez de 1984. Dans votre livre Dictionnaire de la novlangue, Jean-Yves Le Gallou, Michel Geoffroy, vous parlez du français, de la langue française. La novlangue, c'est la novlangue dans sa version française. Mais c'est la même chose en anglais dans tous les pays du monde, soumis à la superclasse mondiale. Tout à fait. Il faudrait voir comment c'est en Allemagne, dans la langue allemande. En tout cas, c'est la même chose aux États-Unis. On le voit bien. Pour une grande partie, ce politiquement correct, que j'appellerais pour ma part, pour être plus précis, le cosmopolitiquement correct, vient des États-Unis. Bon. Oui. Vous avez vu récemment qu'aux États-Unis, il y a l'université de Washington a considéré qu'il ne fallait pas dire immigrants irréguliers parce que c'était une discrimination injuste. Il fallait essayer de bannir le mot irrégularité dans la notion d'immigration. Déjà, je vous signale le terme de... Alors, bon, je peux faire une parenthèse à ce propos, mais quand on dit les sans-papiers à propos des immigrés illégaux, c'est un terme de novlangue qui présente ces gens-là comme des victimes d'un système administratif qui leur refuse des papiers auxquels ils ont droit. Or, je rappelle que dans le droit actuel, pas dans le droit tel que je voudrais qu'il fût, dans le droit actuel, le Code des étrangers en France, l'entrée illégale est un délit passible d'1 an de prison. Bon. Donc, les immigrés illégaux sont des délinquants. Bon. Alors, la question des droits d'asile et des réfugiés complique un peu la chose, parce qu'ils peuvent toujours dire qu'ils sont en fait des réfugiés. Mais ce sont des délinquants. Mais ils sont présentés comme des victimes.
Il y a un représentent comme des phénomène victimes. d'inversion, si vous voulez. D'inversion des typique. valeurs. Voilà. Alors, Jean on Hugues. voit aussi l'intérêt Pour les auditeurs de Radio Courtoisie. des éditions successives du dictionnaire de novlangue. Je rappelle, premier dictionnaire de novlangue, Ah pardon, j'ai mis la novlangue. C'est dictionnaire de novlangue, oui. 300 mots. Deuxième dictionnaire, 500 mots. Troisième dictionnaire, 1000 mots. Et il y a une évolution. Quatrième dictionnaire, 2000 mots. Sans doute. Ah ouais, c'est une progression arithmétique. Dans le premier dictionnaire, Non, géométrique, pardon. dans le premier dictionnaire, on voit apparaître le mot sans papier pour remplacer le mot clandestin. Et aujourd'hui, le mot sans papier est remplacé par le mot migrant, Réfugié, et on a vu vraiment naufragé. la campagne visant à changer les mots. Alors, je vous signale d'ailleurs. Avec des instructions. Il y a eu M. Quatremer dans Libération qui a donné des instructions. Il y a eu un éditorial du Monde qui a donné des instructions d'utiliser certains mots plutôt que d'autres. Monsieur Quatremer, qui a une prédilection pour la Méditerranée, visiblement. Donc, les sans-papiers sont aussi appelés clandestins. Mais clandestin, déjà, c'est un terme assez gentil. Clandestin, passager clandestin, ça n'est pas très méchant. Oui, parce qu'il y a la référence subliminale justement à la notion de passager clandestin, Voilà. le pauvre qui est là. Dit les clandestins. Alors c'est déjà plus juste, mais déjà c'est plus juste, même pas toujours plus juste, parce qu'un clandestin c'est quelqu'un qui se cache. Oui, Quand vous avez des immigrés illégaux qui manifestent pour obtenir des papiers, ils sont tous sauf clandestins. Sous la protection de la police, d'ailleurs. Ah mais j'ai déjà raconté à l'antenne de Radio Courtoisie. J'avais organisé une réunion de voix des Français contre l'entrée de la Turquie en Europe il y a une dizaine d'années, et nous étions partis de la place d'Enfer Rochereau. Et nous avons été arrêtés par la police, alors qu'évidemment, nous avions déposé la demande d'autorisation. Et on nous a dit non, arrêtez-vous parce que nous devons laisser passer une manifestation de sans-papiers. On a donné la priorité à des immigrés illégaux plutôt que de nous laisser passer. Vous voyez dans quel pays de fous nous vivons. Alors ces prétendus clandestins ne sont pas clandestins puisque non seulement ils manifestent, mais ils obtiennent des droits. Ils obtiennent l'AME, ils sont soignés, ils peuvent mettre, s'ils sont mineurs, ils vont à l'école. Je ne dirais pas enfants de clandestins, ils sont enfants d'immigrés illégaux. Donc il faut dire immigrés illégaux, et on peut dire d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un immigré illégal, que c'est un envahisseur. J'allais le dire. L'immigré illégal qui viole la frontière, surtout quand on voit ce qui se passe à la frontière de Hongrie, on voit des photographies dans la presse qui représentent des policiers hongrois casqués qui ont l'air menaçants et rébarbatifs, mais les réseaux sociaux font circuler des photographies de gentils migrants envahisseurs qui envoient des pierres ou qui mettent le feu pour forcer le passage. Voilà ce que ce sont ces gentils migrants envahisseurs. Hein. Je vous invite à fréquenter Twitter pour retrouver ces images très impressionnantes. Hein. Et de plus, j'ajoute que tous ces migrants envahisseurs sont des jeunes hommes, pour la plupart, pas tous, mais presque tous, 90% sont des hommes jeunes, qui ont abandonné leur famille, et qui, au lieu de se battre dans leur pays pour sauver leur patrie, préfèrent venir toucher des subsides en Europe. Et Geoffroy. Oui, bien sûr. Et puis sans parler de ce qui peut se produire en Algérie, par exemple, demain, où on aura des vagues de migration. Mais je veux dire, j'aime bien, moi, l'expression qu'employait le journaliste Michel Legris quand il avait fait son ouvrage sur le monde tel qu'il est. Il avait dit « c'est une tromperie sur le langage et par le langage ». C'est une bonne définition de la novlangue, c'est-à-dire qu'on utilise les mots, en fait, en clair, pour l'immigration à des fins compassionnelles, donc qui est destiné à créer des réactions dans l'opinion, des réactions subliminales. Le passager clandestin, le pauvre réfugié, le pauvre naufragé. Alors le naufragé, ça a été largement utilisé pour ce qui s'est passé en Méditerranée. On voit bien, les mots sont choisis pour créer des effets particuliers dans l'opinion. Ils ne sont pas, c'est pas un vocabulaire technique et objectif, c'est un vocabulaire qui est utilisé pour créer des réflexes conditionnés dans l'opinion. On pourrait prendre un exemple complètement différent, la façon dont les médias rendent compte de ce qui se passe en Russie. À chaque fois, on utilise des termes qui ont au contraire pour objet de créer d'une façon subliminale des réactions de rejet. Par exemple, la droite, on ne dit pas extrême droite en Russie, on dit ultra-nationaliste, ça fait pire. On dit pas... on parle des géants russes, géants Gazprom, on ne parle jamais de géants américains. Les oligarques, comme s'il n'y a pas d'oligarques en France. Voilà. Donc vous voyez, là c'est pareil, dans un registre complètement différent, on utilise des termes systématiquement qui ont pour effet de créer
des réflexes conditionnés chez l'auditeur ou le locuteur après, qui lui-même va l'utiliser. Donc c'est vraiment une utilisation presque cynique du vocabulaire et qui est conçue à des fins de manipulation. Alors ce qui me paraît le plus important dans tout ce que vous avez fait, dans ce beau travail de dictionnaire de novlangue, Jean-Yves de Galou, Michel Geoffroy, c'est que vous ouvrez les yeux, car la plupart des gens ne se rendent même pas compte que le langage est piégé. En lisant votre livre, j'ai pensé que la propagande américaine, car c'est en grande partie de la propagande américaine à l'origine, était supérieure à toutes les autres, supérieure à tel point que la plupart des gens ignorent qu'elle existe. Ce qui est le succès suprême de la propagande, c'est de faire oublier qu'elle existe. Et de faire croire que tout cela est naturel. On crée la fausse impression du naturel devant ces artifices de propagande. Et je dois dire que la propagande américaine, avant la constitution de la superclasse mondiale, a toujours été supérieure. Il n'était pas évidemment de bon ton de le dire à l'époque où il y avait la guerre froide, le conflit entre l'Est et l'Ouest, il y avait le danger communiste. Bien que ce fût toujours vrai, je suis persuadé que même à la pire époque de la propagande communiste, la propagande américaine a toujours été meilleure, supérieure, ne serait-ce que parce qu'elle se répand par Hollywood. Par tous les... Elle dégouline des médias, la propagande américaine. Elle dégouline littéralement. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait envahi notre langage lui-même, notre langue française, est un corollaire, si je puis dire, ou un aspect de cette immense invasion culturelle anglo-saxonne. Sur Hollywood, je rappelle cette formule, cette déclaration du vice-président américain, Joe Biden, à Hollywood, en disant s'il y a le mariage homosexuel, c'est grâce à Hollywood. Voilà. Déclaration qui est bien mal nommée, parce qu'Hollywood, ça veut dire le bois saint ou le bois sacré, non ? Hollywood en anglais, hein, le bois saint. Hein. Non, mais je renvoie au livre d'Edouard Bernays, Propaganda, qui montre que l'importance de la propagande aux États-Unis et également l'importance de la publicité, car la publicité est un vecteur de propagande et a été utilisée comme ça. Écoutez, c'est très intéressant. Moi j'ai installé sur mon téléphone mobile l'application, le logiciel de la BNP pour suivre mes comptes, quand on ouvre ce logiciel, que voit-on ? Un noir. Un métis de race congoïde. Bon, moi je trouve ça très bien, mais en France, a priori, on s'attendrait plutôt à voir une jolie blanche, non ? C'est un noir. Raté. Quoi raté ? Pour la jolie blanche. Ah. Mais ça sera pour la prochaine fois. Bon, peut-être. Faut changer de banque. Deux chiffres. Les dépenses de publicité et de communication, c'est 2% du produit intérieur brut. Les subventions de l'État à la presse écrite, c'est 2,5 milliards. La redevance, c'est 4 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les subventions par les contribuables au système de désinformation, de traficage du vocabulaire, c'est 10% d'impôt sur le revenu. Et Radio Courtoisie, c'est un budget d'1 million d'euros financé uniquement par les auditeurs. Donc si vous n'avez pas encore cotisé, précipitez-vous sur votre carnet de chèques ou demandez immédiatement à remplir un mandat de prélèvement, car notre voix de la France, Radio Courtoisie, a besoin de vous. Elle n'existe que par vous. Alors les dernières questions, simplement. Oui, Marion Maréchal-Le Pen, c'était un auditeur, nous dit qu'elle a pris position pour Mme Morano lors de l'émission de dimanche à midi sur Radio Courtoisie, relayée sur le Salon Beige. Ah oui, c'était Radio Courtoisie qu'elle l'a fait. Ouais. Bah oui, mais on l'a mal relayé. Nous sommes coupables quand parce que le bulletin de réinformation je l'ai entendu au moins 2 fois. Ni vous ni moi nous le savons, alors que c'est sur Radio Courtoisie, c'est que j'ai raté cette émission. On a bugué quelque part. Voilà. Il faut écouter Radio Courtoisie. Allez, on a bugué quelque part. Allez, on vous laissera. Si vous voulez, vous êtes tellement pécamineux qu'on vous laisse passer les péchés véniels quand vous ne commettez pas de péché mortel, Jean-Yves Le Galou. Ah là, j'essaye. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, Nadine Morano, a déclaré jeudi à Moscou que la France est un pays de race blanche avec des noirs, comme le Congo est un pays de race noire avec des blancs. Mais c'est super, bravo Nadine Morano. Mais Nadine vaut mieux que Marine, franchement. Mais il n'y a pas beaucoup de noirs en Russie. Hein. J'en ai vu 3 sur 6 millions l'autre semaine à Saint-Pétersbourg. 6 millions dans la semaine. Saint-Pétersbourg, c'est 6 millions maintenant. Pas vu 6 millions de personnes quand même. Je vais déjà raconter. J'ai pas vu 6 millions. J'ai déjà raconté ce qui m'est arrivé sur la ligne. Combien là ? C'est la ligne 12. Je ne sais plus très bien la ligne qui va vers la Seine-Saint-Denis.
La ligne de métro à Paris. 13. La ligne 13. Non, C'est la ligne blanche. C'est une autre. Mais non, c'est pas celle-là. C'est ce qu'on appelle la ligne blanche. C'est une ligne plus à l'est. La couleur des trains que l'intérieur. Je monte dans la voiture du métro. Je vois devant moi un noir. J'avance, un noir. Je vois des noirs à gauche, des noirs à droite. Il n'y a que des noirs. Alors, très bien, moi, je ne vois pas d'inconvénient. J'avance vers le fond et je vois un blanc. Et alors, à ce moment-là, je lui tends la main et je lui dis « Dr Livingstone, je suppose ». Alors, une auditrice... Elle n'est pas de moi, honnêtement. Une auditrice de Radio Courtoisie, Madame Morano, n'est-elle pas là pour prendre les voix du Front National? Je suis sûre qu'elle ne restera au Parti républicain. Oui, mais je n'aime pas. Franchement, n'ayez pas ces réactions sectaires. Nadine Morano, elle l'a fait. Franchement. Monsieur le Président, vous n'êtes pas royaliste, dites-vous, qu'êtes-vous donc? Très simple, nationaliste. Je suis national-libéral, nationaliste, libéral, démocrate et même républicain dans le bon sens du terme. Voilà. Il y a un bon sens. Et cela dit, quand je dis que je ne suis pas royaliste, je pense, mon point de vue est celui du sage Solon, derrière lequel je m'abrite, à la pensée duquel je m'abrite, qui a dit quand on vous pose la question quelle est la bonne constitution, je réponds pour quel pays, à quelle époque, hein. Autrement dit, le principe royal qui vient, d'après moi et quelques autres, beaucoup plus avant, des origines indo-européennes, le rex, c'est la même racine que celui qui dirige, diriger, rex, le roi, c'est un principe très noble. Il faut encore que la société soit adaptée à la monarchie. Je ne pense pas que la société française actuelle soit adaptée pour la monarchie. Je pense que le problème de la société française actuelle, c'est d'être pas assez démocrate. Ce n'est pas le roi qui nous sauverait. D'ailleurs, il suffit de voir l'Angleterre ou l'Espagne pour se rendre compte que le roi, actuellement, n'est pas une solution. Voilà. Oui. Plus tard, peut-être. Juste un mot peut-être, Henri, pour le livre est diffusé en librairie, donc on peut à la fois le trouver, nous parlons le commander, dictionnaire de 9 langues. Il coûte 20 €. On peut aussi le commander sur Internet, sur polemia.com, par PayPal. Donc polemia.com par PayPal, là aussi pour 20 €, il n'y a pas de frais de port. Et enfin, on peut aussi envoyer un chèque, là aussi toujours de 20 € à Polémia, 60 terres rue Jean-Jacques Rousseau, 60 terres rue Jean-Jacques Rousseau, franchement, à Rueil-Malmaison. On aurait pu trouver une autre rue quand même. À Rueil-Malmaison. Rue Jean-Jacques Rousseau. Enfin, c'était un grand écrivain, c'est vrai. Quand même un grand écrivain qui n'a pas dit que des mauvaises choses. C'est vrai. Voilà. Il a notamment attaqué le cosmopolitisme. Défiez-vous de ces cosmopolites. Ouais, c'est vrai. J'y ai pensé. Alors, je suis obligé de dire aux auditeurs et surtout aux auditrices. Rueil-Malmaison, il y a tout de même des souvenirs napoléoniens. Aux auditrices c'est bon. Aux auditrices de Radio Courtoisie qu'il y a une image inconvenante sur la couverture de ce livre. C'est une bouche qui tire la langue, qui pourrait être celle d'Einstein, qui est toujours représenté en train de tirer la langue. Il tire la langue à l'humanité pour cacher le fait qu'il a volé la théorie de la relativité à Henri Poincaré, mais enfin ça c'est une autre émission. Voilà. Donc Jean-Yves Le Gallou, Michel Geoffroy et Polémia, dictionnaire de 9 langues, c'est 1000 mots qui vous manipulent, aux éditions Via Romana. Un auditeur nous dit que le Front National est notre seul espoir, ne pas trop le critiquer. Oui, moi, franchement, depuis le 12 décembre 2014 et l'affaire Chenu, je ne crois plus en Marine Le Pen, et donc je crois toujours au Front National quand il n'aura plus le funeste Philippot pour gouroutiser Marine Le Pen. Allez. Je parle de choses sérieuses. Alors, je commence la chronique du courrier des auditeurs de Radio Courtoisie par une auditrice de Versailles dans les Yvelines qui nous envoie un poème et 60 €. Comme votre parole est féconde, ô très chère Radio Courtoisie, ultime combattante sur les ondes, rempart de notre beau pays, tout vous est dû pour douce France, aux voix de sage réflexion, instrument fort d'intelligence. Soyez remerciés de ce don, il est modeste et bien petit, et trop faible pour mets sans prix. Une auditrice de Paris qui envoie 130 €, amie toujours fidèle au poste depuis tant d'années. Voici ma nouvelle participation pour 2015. Merci pour tout ce que fait l'équipe pour cette radio unique au monde. Longue vie à tous, moi y compris, afin de continuer à participer par mes cotisations à votre œuvre. Bien à vous. Une auditrice de Chartres en Eure-et-Loire qui envoie 100 €.
Voici ma cotisation afin de vous aider à nous réinformer. Une généreuse auditrice de la Selle Saint-Cloud dans les Yvelines qui envoie 500 €. Chers amis de Radio Courtoisie, voici ma contribution pour 2015. Merci pour le maintien de l'esprit combatif. Nous en avons bien besoin en ce moment. J'espère vivement que Radio Courtoisie utilisera sa position exceptionnelle pour réussir une sorte de coalescence des nombreuses forces de droite qui sont actuellement encore très émiettées dans la perspective de la prochaine présidentielle. Bon courage à tous. Radio Courtoisie ouvre la porte à ceux qui veulent intervenir, mais n'est pas une organisation politique, je tiens à le préciser. Un auditeur de Binic, dans les Côtes-d'Armor, qui envoie 80 €. Cher Radio Courtoisie, voici ma cotisation. Recevez toute ma gratitude pour votre aide à la conservation de notre identité française. Merci. Un auditeur de Paris qui envoie 200 €. Cher monsieur, recevez, je vous prie, ce don de 200 € avec toute ma gratitude pour votre dévouement. Vous nourrissez chaque jour notre curiosité intellectuelle et notre amour commun de la France et de ses valeurs. Merci à tous les patrons d'émissions et bénévoles. Que Dieu vous garde. Un auditeur de Nîmes, dans le Gard, qui envoie 10 €. Bonjour, merci à notre Seigneur Jésus-Christ et à la glorieuse Marie de guider et de protéger Radio Courtoisie. Fraternellement. Une auditrice de Paris qui envoie 40 €. Chers vous tous, en vous envoyant ma cotisation, je souhaite vivement de pouvoir contribuer au meilleur développement de cette fenêtre de liberté que vous représentez pour beaucoup qui ont la chance de vous écouter. Pour ma part, d'origine hongroise, vivant en France depuis plus de 3 décennies, vos émissions diverses et de qualité me procurent un double plaisir. À travers elles, à chaque fois, j'ai l'occasion d'apprécier aussi la langue française dans toute sa splendeur et de la savourer, car vous veillez si bien pour la faire vivre et la sauvegarder. Je voudrais vous souhaiter une bonne continuation, ainsi que longue vie à notre radio, en vous disant merci. Une auditrice de Tour-la-Ville, dans la Manche, qui envoie 60 €. Merci pour vos bonnes émissions, amitié et union de prière. Une auditrice de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 100 €. Merci pour vos émissions. Je souhaite longue vie à votre radio qui m'accompagne chaque jour. Et je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleures salutations. Une auditrice du Déluge dans l'Oise qui envoie 50 €. Oui, apparemment, il y a une commune qui s'appelle le Déluge dans l'Oise. Ça aurait pu être dans les Alpes-Maritimes. J'allais le dire. Ça peut être sur la Côte d'Azur. Ouais, c'est pas de très bon goût. Non, franchement, la blague, il y a eu quand même 15 morts. Donc c'est un vrai déluge. Messieurs, abonnés depuis plusieurs années à présent, qui fait souvent référence à Radio Courtoisie, je déplorais de ne pas parvenir à capter votre radio quand un voisin m'a indiqué très récemment que dans notre village, on la recevait sur 95,6 MHz à Val d'Oise. L'essai a été concluant et je ne quitte plus cette voie de la liberté. Merci pour vos émissions passionnantes auxquelles il est difficile de s'arracher pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Voici ma cotisation. Surtout, ne vous laissez pas abattre. Continuez votre action, bien qu'elle ne puisse avoir aucun impact sur ceux qui nous gouvernent. Je n'ose pas dire que cette action me remonte le moral, car dans l'état de notre pauvre pays, je doute que cela soit encore possible. Un auditeur du Havre, Seine-Maritime, qui envoie 25 €. Bonjour monsieur, madame, je me permets de venir vers vous pour vous remercier de vos émissions passionnantes. Grâce à vous, on peut dire ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, on le dit haut et fort, tel Henri de Lesquen, Bernard Anthony, Emmanuel Ratier, Rénal Sécher, Una Voce, Marion Sigaud et toutes les personnes de Radio Courtoisie. Alors je précise que malheureusement Emmanuel Ratier nous a quittés, il est mort récemment, tragiquement, devant sa femme et ses enfants. Et donc c'est Martin Pelletier qui va lui succéder à l'antenne de Radio Courtoisie. Et quant à Una Voce, c'est son président, Patrick Banken, qui nous fait l'honneur et le plaisir de sa belle émission de chant grégorien. Un auditeur de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne qui envoie 150 €. Madame, monsieur, chers amis, je vous adresse un don pour l'année 2015. J'apprécie beaucoup la variété de vos émissions et les interventions de vos invités. J'en profite pour remercier l'abbé Laurence de la qualité de ses émissions, ainsi que l'abbé de Tanoirne. Continuez à nous informer et que se propage un vent de liberté pour vaincre la médiocrité imposée par la pensée unique. Une auditrice de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine qui envoie 50 €. Bonjour, toujours fidèle. Mon premier geste en rentrant chez moi est d'allumer Courtoisie. Eh bien, merci de tous ces témoignages de ferveur, chers auditeurs. Le premier service que vous pouvez rendre à Radio Courtoisie, c'est de vérifier qu'autour de vous, tout le monde la connaît bien. Et maintenant, elle est très connue, mais
souvent de manière déformée. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est une radio culturelle associative, qui est indépendante et qui est libre, surtout qui est libre. Et je n'insisterai jamais assez sur cette caractéristique, car non seulement cette radio est libre parce qu'elle ne dépend que de ses auditeurs, uniquement des dons et cotisations, pas de subventions, pas de ressources publicitaires, mais de plus, elle est libre parce que chaque patron d'émission est libre. Et les invités sont libres de parler et même de contredire le patron d'émission, ce que Jean-Yves Le Gallou, d'ailleurs, fait très volontiers. Pas assez. pas assez. Pas toujours. Pas toujours assez. Mais c'est pas toujours nécessaire non plus. Voilà. Donc, cette radio libre ne peut... Alors, il y a une importance de Radio Courtoisie qui dépasse largement l'importance de son financement, mais quand même, comme le dit Jean Raspail à l'antenne parfois, c'est très bien d'être pauvre, mais il vaut mieux avoir des moyens plus importants. Et je voudrais que le budget de Radio Courtoisie, qui est actuellement d'1 million d'euros, passe à 2 millions d'euros pour que nous puissions vraiment développer la radio comme elle doit l'être, et notamment sur Internet. Et je vais d'ailleurs vous écrire à ce sujet. Alors, je remercie tous ceux qui ont cotisé, et je vous invite vraiment à prendre au sérieux mon appel. Nous avons besoin vraiment de vos chèques. Alors, de vos chèques, de vos versements, qu'ils soient dons ou cotisations, quelle que soit la forme, mais le chèque est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique. Et donc, ne tardez pas à nous l'envoyer, car Radio Courtoisie a besoin de vous. Radio Courtoisie ne vit que de ses auditeurs. Et j'insiste sur le fait que nous sommes, à ma connaissance, la seule radio au monde qui soit dans ce cas. Aucune autre radio au monde, cher ami, n'est comparable à Radio Courtoisie. Là, je rappelle que la diffusion de Radio Courtoisie peut se faire non seulement en région parisienne en modulation de fréquence sur 95,6 MHz, mais aussi sur DAB+, c'est-à-dire en radio numérique terrestre, DAB+. Il faut avoir pour cela un appareil mixte qui capte aussi bien le DAB+, que la modulation de fréquence. Alors rappelez-nous, Jacqueline, comment on fait pour entrer dans la grande famille des auditeurs, donateurs ou adhérents de Radio Courtoisie ? Par chèque adressé à notre secrétariat, 61 boulevard Murat 75 016 Paris, par Internet via PayPal avec une carte bancaire, www.radiocourtoisie.fr ou par prélèvement automatique sur simple demande écrite ou même téléphonée. Dans tous les cas, un reçu fiscal correspondant à vos versements vous sera adressé. Et pourquoi la cotisation est-elle de 40 € seulement ? C'est pour permettre à tous ou presque d'adhérer à notre association, mais le montant minimum souhaitable est de 130 €, montant de la redevance audiovisuelle. Dans tous les cas, dont cotisation, le versement que vous ferez à Radio Courtoisie sera déductible de vos impôts dans la limite de 66%. Par exemple, si vous versez 130 €, il vous en coûtera en net 44 € après... le règlement au fisc. Et je précise aussi qu'à l'écoute de Radio Courtoisie a repris sa parution, et donc vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas donateur ou adhérent, parce que c'est envoyé à tous les donateurs et à tous les adhérents, mais si vous n'êtes pas, et si vous ne voulez pas le devenir pour une raison qui m'échappe, mais que vous avez le droit d'avoir, eh bien demandez un exemplaire, et vous pouvez aussi vous abonner, 10 € pour 12 numéros. Alors il me reste à remercier mes invités. Donc Jean-Yves Le Gallou, Michel Geoffroy et Jean-Bernard Cabre-d'Esprit. Je rappelle les ouvrages que nous avons utilisés pour cette causerie, cette discussion de ce soir, à savoir le livre de Saint-Pétersbourg, sur Saint-Pétersbourg de Jean-Bernard Cabre-d'Esprit, Saint-Pétersbourg, capitale culturelle et spirituelle aux éditions Apopsis. Vous avez d'ailleurs précédemment fait un livre sur la vigne et le vin, je crois. Hein. Oui. J'ai écrit une douzaine de bouquins. Aux éditions Atlantica. Et puis donc, Michel Geoffroy, Jean-Yves Le Gallou, dictionnaire de 9 langues aux éditions Via Romana. Livre à connaître et à utiliser pour combattre la désinformation et pour pratiquer la réinformation. Je remercie Jacqueline de m'avoir assisté pour cette émission. Je remercie Franck de l'avoir réalisée. Et je remercie ceux qui ont pris les messages, c'est-à-dire Alain, Monique et Patrick. Alors, restez à l'écoute de Radio Courtoisie. C'est la soirée musicale qui a été préparée par le cher Jean-Édouard. Vous écouterez les 4 saisons de Vivaldi, jouées par l'ensemble I Musici, ce qui doit vouloir dire en italien, je suppose, les musiciens.
Et pour ma part, vous me retrouverez dans une semaine. Restez à l'écoute de Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct lundi 5 octobre 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mardi 6 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 €, 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.